Damien Rieu aide à financer une mosquée. Alors cette information peut vous étonner, mais c'est la réalité. C'est la plus stricte réalité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Damien Rieu a fait un tweet comme ça. Le califat du 78 avance, parce qu'il y avait un appel à dons pour la future mosquée de Montigny-le-Bretonneux. Et donc il a fait un tweet comme ça, le califat du 78 avance, avec 7,5 millions de vues, et ça a fait un effet stressant assez marrant. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de dons sur la cagnotte avec marqué « Merci à Damien Rieu pour le partage de cette cagnotte. Qu'Allah vous facilite dans ce projet. » 8 €. 50 €. Merci Damien, il s'agit d'un beau projet pour laisser nos frères musulmans avoir un endroit sain où prier en paix. 10 €. Merci Damien Rieu pour le partage. Qu'Allah vous facilite et aboutisse le projet. 10 €. Je ne suis pas un musulman. J'ai lu un post d'un raciste concernant cette action et j'ai voulu la soutenir à ma façon pour lutter contre l'islamophobie. Bon courage à vous. Encore merci Damien. Mais c'est une dinguerie, il y a tellement de trucs. Merci Damien pour cette initiative. Bravo à Damien Rieu. Je savais qu'il était en mission, c'était un musulman dans son cœur, en espérant qu'il renoue avec les liens avec son père. Putain, des 25 balles. Merci à Damien Rieu pour son aimable partage. Qu'Allah le guide et ses amis vers la foi. Merci au frère Damien Rieu pour le partage. Bismillah, je ne connaissais pas ce projet. Merci à Damien pour le partage. Et c'est des 50 balles en plus. Merci monsieur Rieu, ton action a amené beaucoup de dons. Qu'Allah nous guide. Je n'avais pas connaissance de cette collecte. Merci pour la pub de Damien. Convertis-toi, c'est mieux pour toi. Donc voilà, Damien Rieu qui fait le jeu de l'islamisation de la France. C'est assez marrant, je trouve. Je voulais mettre ça en association parce que maintenant que j'ai le regard des droitards en mettant Damien Rieu dans la vidéo, on me dit souvent voilà, qu'il n'y a pas de conséquences à l'islamophobie en France. Or, il y a eu le 13 janvier un homme qui a tenté d'incendier une mosquée à Saint-Martin-des-Champs ce samedi. Il a attendu l'heure de la prière Al-Fajr, je sais pas ce que c'est, pour passer à l'acte. Et là, on le voit en train de balancer de l'essence sur une mosquée pour y mettre le feu. Regardez. Pendant que des gens sont en train de prier. Et là, il fout le feu. Donc voilà, c'est d'une extrême gravité, parce qu'en fait, le terrorisme d'extrême droite, ça existe. Ce qui nous mène à un article de Mediapart, trafic d'armes, révélation sur des marchands de morts d'extrême droite. Un jeune militaire et un policier retraité sont suspectés d'avoir conduit un trafic d'armes à destination de divers membres de l'extrême droite. 89 armes ont été saisies. Une dizaine d'acheteurs ont été identifiés, parmi eux un adolescent proche du groupe Division Martel et une figure de la Manif pour tous. Aux environs de 6h20, le 14 novembre 2023, les forces du GAO empruntent un chemin de terre, franchissent le portail métallique donnant accès à un corps de ferme dans l'Orne. Le groupe d'appui opérationnel de la DGSI oblique vers le bâtiment de droite que des militaires ont transformé en dortoir. Il y a quelqu'un qui met, encore une fois, imaginez la même avec un rebeu qui crame une église. Non, mais un rebeu qui crame une église, c'est du terrorisme et on en parle à la télé H24. Un mec d'extrême droite qui essaie de cramer une mosquée, tout le monde s'en fout. C'est ça ce qui se passe. C'est ça qui est dingue, le deux poids deux mesures. C'est que là, je veux dire, c'est extrêmement grave et ça devrait alerter tout le monde. Et en fait, non. Ça continue à dire « Ah non, mais on n'a plus le droit de critiquer l'islam », alors que tout le monde critique l'islam H24 et les musulmans H24 aussi. Et en fait, quand ça se passe dans ce sens-là, on n'en entend pas parler. La porte est ouverte, les policiers pénètrent à l'intérieur et interpellent dans son sommeil Émilien Conofal. Dans le sac à dos contenant ses effets personnels, une arme de poing chargée à blanc, un poignard de combat et un drapeau représentant un soleil noir, l'emblème gravé dans le quartier général des SS au château de Wewelsburg en Rhénanie du Nord-Westphalie. Au même moment, 200 km plus loin,
Dans un cabanon au fond de son jardin à Thouars, les policiers découvrent 4 pistolets, 2 revolvers, un fusil de chasse, une carabine 22 long rifle, 7 grenades, 6 cartouches de divers calibres. Le caporal, 600 cartouches de divers calibres. Le caporal Konofal n'achèvera jamais la formation qu'il était en train de dispenser à ses frères d'armes du 2e régiment de dragons. Ah ouais, donc là on a les photos, quoi. Il y a des grenades et tout, ça c'est vraiment vénère. 10 minutes plus tôt, une autre équipe du GAO s'était approchée d'une villa à Soliès-Pont dans le Var. Dans la colonne d'assaut s'est positionnée devant la porte d'entrée, tandis que le reste des effectifs s'est déployé devant chaque volet fermé pour assurer que l'objectif ne puisse s'échapper. Après avoir utilisé un nouveau porte hydraulique, les policiers encagoulés pénètrent dans la villa. Au sortir de la cuisine, un homme leur fait face, l'arme au poing. Police, police, crient les membres du GAO. Après un moment d'incertitude, l'individu aux cheveux poivre et sel finit par lever les mains tout en prenant garde de bien pointer le canon de son arme vers le haut. Ensuite, il se baisse puis dépose son arme à terre. Un premier policier le maintient en joue tandis qu'un second éloigne du pied l'arme de poing et qu'un troisième lui passe les menottes. Jean-Paul Cavija se laisse faire, il connaît la musique. 8 mois plus tôt, il était encore policier. Chez lui, ce sont 3 carabines. C'est bizarre quand même, hein, cette histoire entre l'extrême droite et puis la police, puis l'armée. J'ai l'impression qu'il y a des liens, je sais pas vous, c'est un peu bizarre, hein. Chez lui, ce sont 3 carabines, un mortier, 8 pistolets, 10 revolvers, la bagatelle de 28 fusils, donc 2 Kalachnikov qui attendent qu'on s'en serve. Au total, 89 armes de poing et d'épaule ont été saisies cette nuit-là dans une série de perquisitions qui devraient aboutir à la mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et trafic d'armes de 4 hommes âgés de 17 à 58 ans écroués dans la foulée. L'ampleur du trafic d'armes révélée aujourd'hui et les fonctions occupées par ces 2 meneurs présumés, le jeune militaire Emilien Konofal et le policier retraité Jean-Paul Cavija, font de ce dossier l'un des plus importants, pour ne pas dire le plus inquiétant de tous les contentieux du terrorisme d'extrême droite. C'est bizarre, on n'en a pas entendu parler. Ah vraiment, je tombe des nues, on nous cacherait le terrorisme d'extrême droite, c'est chelou, hein. L'enquête a débuté presque par hasard avec l'interpellation en juin 2023 d'Hicham Lebar, 20 ans, originaire de Chambéry, pour avoir menacé de tuer son frère au couteau en garde à vue. Hicham, né d'un père marocain et d'une mère japonaise, se revendique du national-socialisme. Parmi ses lectures Mein Kampf, parmi ses selfies, lui en train de faire un salut nazi. Le mec est maroco-japonais et il est nazi. Bon, déjà, japonais on peut comprendre, mais marocain, déjà il a pas tiré la bonne idéologie peut-être. Et puis un colis de forme longue posé à côté d'un tas de bois à l'extérieur du domicile familial. Sur l'étiquette, l'expéditeur d'un certain John Doe, Monsieur Tout le Monde en anglais, résident rue du Désespoir. À l'intérieur du colis, une carabine Luigi Franchi de calibre 12, un fusil de calibre 8,57 est également découvert, ainsi qu'un gilet tactique et des produits servant à la fabrication d'explosifs. Lors de sa première audition, le jeune homme confirme s'être procuré 2 armes longues auprès de John Doe, contacté sur la messagerie Telegram, une personne virtuelle qui se présente comme un vendeur honnête. Les premières investigations auprès des entreprises Chronopost et Mondial Relais permettent de déterminer que l'individu qui se cache derrière le pseudo John Doe, mais aussi Dan Onim ou de Jean-Michel Aulas. Le mec qui se fait appeler John Doe ou Anonyme ou Jean-Michel Aulas, on sait pas trop pourquoi. Envoie des colis, 35 en 5 mois, par le biais du seul Mondial Relais, et perçoit en échange des fonds de la part d'une douzaine de personnes, la plupart âgées de 20 à 22 ans, dont 9 sont catalogués par la DGSI comme proches de l'ultra-droite. Putain, moi j'irai voir qui sont les autres personnes qui reçoivent, les 3 autres personnes qui reçoivent des colis de ce monsieur Jean-Michel Aulas, hein. Une arme dans le sac à main. Parmi eux, bien sûr, Hicham Lebar, dont le parquet national antiterroriste retient qu'il discute projet attentat avec un autre néo-nazi se faisant appeler Heinrich, probablement en référence à Heinrich Himmler, le chef des SS, tout en cherchant des adresses de la communauté juive, du Parti socialiste ou encore d'un club LGBT+, à Chambéry. Contacté, son avocat, monsieur Romain Ruiz, conteste tout projet d'attentat de son client. Cet homme n'a jamais eu de véritable projet terroriste, quelles que soient ses idées. Il n'a pas à subir les errances d'un parquet antiterroriste qui a manifestement cassé sa boussole. C'est étonnant, j'ai l'impression que les vrais nazis sont les nazis en fait. J'ai l'impression que les nazis,
dit, ils essaient d'aller faire des projets terroristes chez des juifs, chez des socialistes et chez des LGBT. Alors on m'avait dit que c'était les antifas qui étaient les vrais fascistes, mais j'ai l'impression que les fascistes aussi sont les vrais fascistes, c'est étonnant. On compte aussi dans la clientèle de John Doe un mineur de 17 ans, proche du groupuscule Division Martel, un adolescent qui, selon la DGSI, aurait participé en avril dernier avec une vingtaine de néo-zépurisiens à l'agression d'élèves du lycée Victor Hugo. Plus incongru, la diplomate et figure de la Manif pour tous, Anne Coffinier, cofondatrice de la Fondation pour l'école, qui soutient les écoles privées hors contrat, a passé en mai 2023 une commande pour un montant de 500 € au trafiquant d'armes. Quoi ? D'accord. Contacté, Anne Coffinier reconnaît avoir acheté à Émilien, le fils d'un ami, une petite arme de collection du début du XXe siècle, hors d'état de fonctionner, destinée à être mise dans le sac à main, couverte partiellement de Chatterton, dont un petit clou dépassé. D'accord. Arme qu'elle a finalement envoyée, dont elle s'est fait rembourser l'achat. En perspective à moi, certes mal informée et maladroite, était purement défensive, précise-t-elle. Et bah oui, mais dans la tête des non-nazis, c'est purement défensif aussi d'aller buter des gens. Et genre, une grenade, je vends ça au Natio 200 €. Au barbu, c'est 400 et elle va leur péter à la gueule. Un trafiquant d'armes d'extrême droite. D'accord. À partir des écoutes judiciaires dans la lecture des échanges télégrammes, les policiers apprennent que John Doe vend une MK2, un pistolet mitrailleur britannique à 650 € pièce. Les 2 grenades défensives 350 € et le pistolet de la Manu France Policeman 700 €. Avec boîte, notice et 2 chargeurs compris. Ça, du moins, ce sont les tarifs en vigueur pour les gens d'extrême droite. Dans le cadre de l'enquête judiciaire, une infiltration est mise en place par le service interministériel d'assistants techniques SIAT. Le 31 octobre, le trafiquant d'armes propose différents produits aux policiers cyber infiltrés sur Telegram. Par contre, tu vends pas au barbu, relancera ce dernier. Je dois pour combler les fins de mois, prétend le trafiquant, mais on va dire que j'opère des modifications sur les cartouches et les armes avant de les vendre. Des modifications intéressantes, je leur vends beaucoup plus cher. Et genre, une grenade défensive, je vends ça au Natio 200 et à eux 400 et ça va leur péter à la gueule. Les enquêteurs de la DGSI découvrent que l'homme qui se cache derrière le pseudo de John Doe s'appelle en réalité Émilien Konofal et est militaire. Un soldat complet avec d'excellentes capacités intellectuelles selon sa hiérarchie. Putain, moi je pensais que la police et l'armée étaient de gauche. En fait, un militaire vend des grenades à l'extrême droite et puis même au barbu en fait. Donc même en fait, il arme même des terroristes islamistes. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Hein. Selon sa hiérarchie, depuis qu'il s'est engagé en 2020, il a effectué des missions au Sénégal, en Martinique, a patrouillé dans les rues de Paris dans le cadre de l'opération Sentinelle. Cependant, lors de sa première notation en 2021, 2 supérieurs le mettent en garde quant aux personnes qu'il fréquente afin qu'il ne s'écarte pas de la voie qui lui permettra d'effectuer une belle carrière. On ne saura pas plus sur une raison de cette alerte. L'enquêteur de la DGSI qui l'interroge lors de sa garde à vue lui demandera « Êtes-vous raciste ?» Émilien Konofal répondra « Non, je ne pense pas ». Le militaire de 21 ans, encarté chez Reconquête. Donc le mec est encarté chez Reconquête. Il vend des armes à des cas d'extrême droite. Êtes-vous raciste ? Non, non. Mais par contre, s'il le vend à des barbus, il dit que c'est pour que ça leur pète à la gueule et qu'il leur vend plus cher, mais il n'est pas raciste. Le parti d'Éric Zemmour arbore sur son épaule gauche une rune de dalle tatouée. Le SIG de la 7ème division de la Waffen-SS, tristement célèbre pour ses crimes de guerre. Commande sur internet une bague avec un aigle et une vastica, mais réfute toute adhésion à l'idéologie néo-nazie. Oui, voilà. Voilà, il est pas... Non, mais c'est un mec... C'est banal, c'est que comme tout un chacun, il a le droit d'avoir les tatouages qu'il veut. En même temps, il dira connaître les codes de l'extrême droite la plus radicale grâce à son géniteur, aujourd'hui pédiatre renommé, autrefois unique membre d'un groupe de musique industrielle nommé les Joyaux de la Princesse. Il a traîné dans toute l'Europe dans les milieux de l'ultra-droite, donc oui, il y a des passifs, expliquera Émilien. À propos de son père, typiquement, il était invité plusieurs fois à fêter le Nouvel An chez les De Grelle. Léon De Grelle était ce collaborateur belge ayant combattu sur le front de l'Est, devenu, après la guerre, un ardent défenseur du nazisme ainsi que des thèses négationnistes. Les références nazies des Joyaux de la Princesse. Le groupe du père d'Émilien Konofal, les Joyaux de la Princesse, a co-signé en 1989 un disque avec Death in June, un groupe de dark folk célèbre pour jouer avec des codes de l'esthétique nazie. En 1994, il a participé à une compilation intitulée Zyklon B avec d'autres groupes comme Final Solution,
Solution, dont les copies étaient emballées dans un bidon de Zyklon B, l'insecticide utilisé dans les chambres à gaz des camps de la mort. En 2004, il a publié l'album In Memoriam en hommage à Philippe Henriot, figure de la collaboration, secrétaire d'État à l'information et à la propagande du régime de Vichy en 1944. Les types, c'est des malades, quoi. Contacté par mail, le père d'Emilien n'a pas répondu à nos questions. Selon nos informations, le père et le fils avaient coupé les ponts depuis des années. Le vivier des groupuscules néo-nazis. Pour le reste, le caporal Konofal raconte qu'il a commencé son commerce en 2021 à son retour d'une mission au Sénégal. Sa compagne était enceinte de leur premier enfant et les prix augmentaient. Ah oui, voilà, oui, bah oui. Et l'inflation, ça te force à vendre des grenades. C'est classique, en fait. C'est classique. L'heure de salaire ne suffisait plus, selon lui, à couvrir les frais. Je ne me voyais pas me priver, manger moins de viande ou autre à cause de l'État. C'est classe. Voilà, c'est un libertardé aussi. Je ne me trouve pas normal de ne pas pouvoir vivre dignement avec mon seul salaire. Alors le caporal commence par acheter sur internet des petites armes qu'il retape afin de les vendre plus cher. À force de discuter avec ses grossistes, on lui propose des armes supposées ne pas se trouver dans le commerce et la petite entreprise des miniens se développe. Il crée le canal Telegram baptisé La Cave sur lequel il expose de manière détournée ce qu'il a en rayon. Généré par un logiciel d'intelligence artificielle, les illustrations représentent des bouteilles de vin. Sur les étiquettes décrites sont écrits par exemple Luigi, qui fait référence au modèle. Année 2005 pour le modèle de l'arme, 12 pour le calibre. Il fréquente la chaîne La Brocante Survivaliste et les plus fermées, division Arienne française. Surtout la cellule anti-gauchiste national socialiste français. C'est un vivier à l'époque, déclara-t-il, pour vendre des armes. Oui, voilà, c'est juste pour vendre des armes. Hein. Il ne fait mal à la personne. Hein. C'est pour arrondir les fins de mois. C'est classique. Tout le monde fait ça. Sur cette dernière chaîne, 8 jeunes, dont Konofal, s'échauffaient à propos des antifascistes, des étrangers, de n'importe quel mouvement libertaire et se promettaient de s'en prendre à ces différentes communautés. Moi, je vois des gens qui sont perdus et je me dis que je vais pouvoir faire du chiffre sur eux, prétendra le militaire à propos de ses camarades sur des chaînes néo-nazis sur Telegram. Non mais attends. Même si, admettons que ce mec soit pas néo-nazi. Bon, il a un père néo-nazi, il vend des armes à des néo-nazis, il a commandé une bague avec une swastika à un aigle, et il a un signe d'une division SS tatoué sur l'épaule. Bon, déjà, c'est quand même très très bizarre qu'il soit pas néo-nazi. Admettons qu'il soit pas néo-nazi. Est-ce que quelqu'un de non néo-nazi va vendre des armes à des néo-nazis qui disent qu'ils vont aller buter des gens? Je pose la question, est-ce que c'est normal comme comportement? Non, évidemment que c'est pas normal. Évidemment que quand tu fais ça, t'as une part de responsabilité si les mecs vont aller buter des gens, quoi. Il va jusqu'à leur proposer, moyennant 150 € un stage de tir. Ah d'accord, en plus, un stage de tir et de combat dans les environs de Carcassonne où il passe ses vacances d'été. Un projet qui ne se réalisera pas, selon lui, parce qu'il aurait réalisé la dangerosité de ce genre d'activité. Le travail d'historien de l'ancien DRG l'amène à collectionner des bustes d'Adolf Hitler, 2 exemplaires de Mein Kampf. Voilà, ben oui, mais c'est classique en fait. Tout le monde collectionne des bustes d'Adolf Hitler. Il y a quelqu'un dans le chat qui met « Vous me traitez de nazi parce que vous avez plus d'arguments ». Mais c'est trop ça. Les gars, c'est des énormes faf, mais quand tu leur dis, ils te disent que « Ah oui, vous me traitez de facho ». Le rapport à la morale du trafiquant d'armes est à géométrie variable. Si quelqu'un fait une dinguerie et tue des gens dans la rue avec une arme, c'est sa responsabilité, pas la mienne. Vous me faites remarquer que vendre des grenades à une personne susceptible de faire n'importe quoi avec devrait me poser un cas de conscience. En fait, non. L'appât du gain est tel que le caporal Konofal n'hésite pas à proposer un contrat à un adolescent de 17 ans, Obélix 88 en référence à H, la 8e lettre pour l'alphabet Heil Hitler. 10 000 € pour tuer un homme. L'assassinat aurait été commandité par des mecs de Marseille. Le jeune homme va être lui aussi mis en examen. Celui-ci, qui sert de rabatteur pour le trafic d'armes de Konofal, est issu d'une famille musulmane d'origine algérienne liée au grand banditisme, ce qui ne l'empêche pas d'affirmer croire aux dieux nordiques, de professer que la national-socialisme est quelque chose de beau, être convaincu que Marine Le Pen serait en mesure de redresser la situation économique de la France. Entendu comme témoin, sa mère décrira un fils qui ne veut plus qu'on l'appelle par son prénom arabe, un français matrixé par des racistes et des fachos. Quand ta mère a dit « Dis-toi que t'es un français matrixé par des racistes et des fachos », putain, alors que t'es un mec d'origine algérienne en plus, c'est la folie, hein. En garde à vue,
L'adolescent racontera avoir fait la rencontre d'Emilien Konofal dans un bar à Paris. Le militaire lui aurait fait part de son souhait d'une guerre civile en France qui suffirait de s'en prendre à une mosquée que les banlieues allaient chauffer comme en 2005 quand un héros ou un boule serait mort. Les cités seraient été en flammes. Des propos qu'Emilien Konofal contestera avoir tenus. Voilà, c'est quelqu'un, évidemment, il ne tient pas ce genre de propos, ce gars-là. Quand Pépette détronche la DGSI. Lorsque la DGSI suit un suspect pour identifier Obélix 88. Le rabatteur du trafiquant d'armes d'extrême droite. Cela ne se passe pas du tout comme prévu. Le véhicule effectue plusieurs tours de pâté de maison pour détecter une éventuelle filature, finit par perdre les policiers. Quand ils retrouvent la voiture garée, ils se mettent en surveillance sur le parking, mais c'est pour voir arriver la passagère de la voiture se diriger vers eux, frapper le carreau et prendre en photo le sous-marin de la DGSI et son chauffeur contraint de prendre la fuite. Un autre policier en civil passe à pied, l'air de rien. La femme lui passe à son tour un savon, lui demande à quel service il appartient, le dispositif est levé. Ce que le procès verbal de surveillance ni le reste du dossier d'instruction ne disent pas, au début des années 2000, cette femme, la mère d'Obélix 88, était surnommée Pépette et était une figure du banditisme de la banlieue sud. Elle fréquentait des braqueurs comme Antonio Ferrara. Son frère et son fils aîné ont été trafiquants de drogue, à telle enseigne que les policiers avaient l'habitude de planquer devant son bar, ce dont à l'époque elle n'ignorait rien. 20 ans plus tard, Pépette n'a pas perdu ses réflexes. Non mais on nous dit en gros que le gars là, en fait sa mère a traîné dans des trafics de drogue à l'époque. Enfin c'est ouf quand même comme truc. Je trouve ça complètement dingue, hein. Les mecs passent notre temps à dire oui, les racailles qui trafiquent de la drogue. En fait, le gars, Obélix 88, néo-nazi, sa mère a traîné dans des trafics de drogue et tout. Enfin, c'est incompréhensible cette histoire. Hicham Lebar, l'acheteur néo-nazi, ayant des velléités confuses de faire usage de ses armes, Obélix 88, le mineur rabatteur, Emilien Konofal, le trafiquant d'armes. Le tableau est pourtant, selon la DGSI, incomplet. Obélix, gros lardon, énorme inventivité, oui, c'est ça. Les enquêteurs ont mis en évidence des flux financiers importants entre le caporal et un certain Jean-Paul Caviggia. J'ai déjà entendu ce nom. En 5 mois, le premier a versé plus de 14 000 euros au second. Dans le sens inverse, Caviggia expédie des colis à Konofal. En garde à vue, le jeune militaire balance le vieil espion, c'est bien lui, son principal fournisseur. Une pièce à la gloire des nazis chez le retraité des RG. À 58 ans, Jean-Paul Caviggia est un ancien de la DGSI, un capitaine de police parti à la retraite en mars après avoir effectué l'essentiel de sa carrière, 17 ans dans les renseignements généraux. Rebaptisé depuis renseignement territorial à Marseille, où il couvrait les événements d'extrême gauche et de droite jusqu'à la fachosphère, l'éco-radicalisme, expliquera-t-il, lorsque il viendra son tour d'être entendu une fois transféré dans son sud à Levallois-Perret où siège le siège de la DC, où se trouve le siège de la DGSI. Sur le fond, le capitaine Caviggia jurera être persuadé d'avoir vendu ses armes illégales à un collectionneur et se déclarera atterré par la qualification d'association de malfaiteurs terroristes figurant sur la commission rogatoire que lui ont lu ses ex-collègues. La mouvance d'extrême droite radicale, il connaît. Quand j'étais RG, je les ai suivis, mais à titre personnel, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne suis pas un garçon extrémiste, confia-t-il, qui reconnaît adhérer au parti d'Éric Zemmour et regarder tous les soirs CNews. Non mais les mecs, ils sont nés de la dernière pluie, quoi. Ils sont nés de la dernière pluie. Ils vendent des armes à des gars en grosse quantité, des types qui manifestement ont des tatouages néo-nazis, qui sont des néo-nazis qui disent dans des bars à des gens qui veulent des guerres civiles. Ils sont spécialistes même des renseignements généraux avec l'extrême droite, mais ils ne savent pas en fait. Ils pensaient que c'était un collectionneur. Dans un rapport de synthèse, au moment de retranscrire la dénégation du policier à la retraite, un agent de la DGSI prendra soin de rappeler que Jean-Paul Caviggia a dédié une pièce entière de son domicile à l'exposition de tenues, armes, ouvrages et autres objets en lien avec l'idéologie nazie. Il tentait de se justifier à travers un long développement quant à la finalité de ce musée évoquant un travail d'historien. Le mec, il a des trucs comme ça chez lui, portrait du maréchal Pétain, caché dans la pièce dédiée au 3e Reich, au domicile du policier retraité. Le gars, il a un portrait du maréchal Pétain chez lui, comme ça, et il y a toute une pièce qui est dédiée à l'idéologie nazie, mais c'est un travail d'historien. Hein. Le travail d'historien de l'ancien des RG l'amène en effet à collectionner 2 bustes en bronze
2 bustes en bronze d'Adolf Hitler. Là c'est autre chose que l'atelier Missor, hein. Une photo du maréchal Pétain, 2 exemplaires de Mein Kampf, l'un en allemand, l'autre en français. Le néo-nazi Konoval qualifiera son complice Kavitja de nazi convaincu, expliquant que l'ancien DRG promène son berger allemand dont le collier est orné d'une croix de fer. Non, mais voilà, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un normal, quoi. C'est quelqu'un de normal. Par ailleurs, Kavitja consulte sur internet plusieurs sites liés à l'extrême droite radicale, celui d'un ancien du Rassemblement National, mais aussi le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, l'idéologue antisémite condamné à plusieurs reprises pour négationnisme et incitation à la haine raciale. Confronté à ces connexions suspectes, il répondra c'est un réflexe professionnel, c'est à titre documentaire, pas une adhésion quelconque. C'est la pêche aux infos, on se refait beaucoup à RG pour faire des prévisions de risque. À 17 ans d'enseignement, j'ai gardé des réflexes. Bah oui, évidemment. L'officier de la DGSI qui l'interroge fait mine de s'étonner. L'article que le retraité a lu sur le site de Soral était intitulé « Les terroristes, ce sont les Israéliens depuis 1947 ». Les dénégations de l'ancien policier n'empêcheront pas sa mise en examen, son incarcération. Contacté, son avocate n'a pas souhaité faire de commentaires. Désormais, l'information judiciaire va devoir s'attacher à déterminer tous les clients de Konoval et Kavitja qui leur ont acheté des armes illégales et l'usage qu'ils ont pu en faire. Déjà longue de 6 mois, l'enquête sur ce trafic d'armes au sein de l'extrême droite radicale ne fait que commencer. Donc voilà, il semble que les vrais fachos, les vrais terroristes, sont les fachos et les terroristes. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, donner, ce n'est pas pour acheter des armes. Ce n'est pas pour acheter des armes, c'est pour acheter des micros, c'est pour acheter des caméras, et c'est pas pour faire de la surveillance, c'est pour faire des vidéos. C'est pour aussi payer le miniaturiste qui fait du bon taf. Et sur ce, je vous dis à plus et je vous propose de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne principale aussi. Allez, à bientôt.